Alors du coup, maintenant, on va pouvoir distinguer ce qui se passe à court terme de ce qui se passe à long terme du point de vue de la fonction de production. Alors la fonction de production de court terme, d'abord, quelles sont ses caractéristiques? Eh bien, sur courte période, ma fonction de production Q égale F de K et de L, eh bien, on va pouvoir la simplifier puisque il est réputé sur le court terme que seule la quantité de travail peut changer. Je ne peux modifier sur le court terme que la quantité de travail. Alors le court terme, c'est une période qui est inférieure à 1 an en économie, en règle générale. Ce qui signifie que la quantité de capital fixe, elle, ne va pas pouvoir varier sur cette période. Donc, la seule possibilité d'agir sur ma combinaison de facteurs, c'est de modifier la quantité de travail. Donc, la fonction de production de court terme va être du type Q égale F de L, c'est-à-dire que la quantité produite à court terme est directement liée à la quantité de travail utilisée pour un niveau de capital technique donné. Pourquoi donné? Parce que, encore une fois, par hypothèse, il ne peut varier sur le court terme. Donc Q égale F de L, ce qui est l'expression la plus minimale d'une fonction de production. Alors, on peut prendre un exemple, il faut prendre un exemple pour tout de suite montrer ce que ça donne. Donc, on prend les quantités physiques du facteur de production A, et A représente le travail sur le court terme. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on utilise, par exemple, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures ou 8 heures de travail? Alors, la production totale réalisée, avec ces heures de travail, est mentionnée dans la deuxième colonne. Ainsi, 1 heure de travail produit 8 unités de production, et 2 heures de travail va en produire 24. Avec ces données, il m'est facile de calculer une production moyenne. J'additionne donc les quantités produites, ou plus exactement, je prends la production totale et je le divise par le nombre d'heures de travail utilisées. Ainsi, pour 2 heures de travail, j'ai une production de 24 unités, ce qui veut dire 24 divisé par 2, que la production moyenne est de 12. Donc ça ne pose aucun problème de calculer cette production moyenne. Et puis on peut calculer ce que l'on appelle la productivité marginale du travail. C'est-à-dire que je vais regarder, par exemple, combien a produit ma 3e unité de travail. Eh bien, ma 3e unité de travail utilisée, ma 3e heure de travail, elle a produit ce qu'a produit les 3 unités de travail ensemble, c'est-à-dire 34, moins ce qu'ont produit mes 2 premières unités de travail ensemble, c'est-à-dire 24, 34 moins 24, c'est 10, et ce 10, c'est quoi? C'est la production réalisée dans ma 3e heure de travail. Puisque 2 unités de travail ont produit 24, 10 pour la 3e, 3 unités de travail ont produit 34, c'est-à-dire 24 plus 10. Donc là, j'ai calculé ma productivité marginale, c'est-à-dire la production supplémentaire réalisée par une unité supplémentaire de travail. Alors, avec ça, on peut représenter donc ces courbes de production totale, de production moyenne et de productivité marginale. Alors, ça donne ce résultat. La grande courbe représente la progression de la production en fonction du nombre d'heures de travail utilisées. Celle-ci représente la production ou la productivité moyenne. Je vous fais remarquer que dans ce cas, production et productivité sont des termes identiques. Pourquoi? Parce qu'on parle du facteur travail. Donc production et ou productivité moyenne sur cette deuxième courbe. Et la troisième courbe, celle qui est le plus près de l'axe des abscisses, eh bien, est la courbe de productivité marginale. Et on voit bien combien produit une unité, une heure de travail, 2 heures de travail, 3 heures de travail, etc. Donc on a représenté les 3 courbes à l'aide des données dont on disposait. Alors quel commentaire on peut faire sur cette fonction de production de court terme?
On s'aperçoit que les rendements marginaux, c'est-à-dire ce qui se passe sur la courbe de productivité marginale, que les rendements marginaux vont croissant jusqu'à environ 2 unités de travail. Et qu'ensuite, ces rendements marginaux diminuent. C'est-à-dire que les heures de travail supplémentaires utilisées, après 2, eh bien, produisent moins que les heures de travail utilisées avant 2. C'est ça la signification de rendements marginaux décroissants. Donc en gros, c'est décroissant, c'est croissant jusqu'au point P1, et c'est décroissant ensuite. Deuxième commentaire, la courbe de productivité marginale, la même que tout à l'heure, celle qui passe par P1, va couper la courbe de coût moyen, de productivité moyenne, au point P2. Et elle va couper la courbe de productivité moyenne en son maximum. C'est-à-dire que c'est la valeur maximale, la valeur moyenne maximale de la production. Ce point P2 correspond à cela. Après, on s'aperçoit que la productivité moyenne diminue, et comme elle diminue, qu'est-ce qui l'explique? C'est que la productivité marginale, c'est-à-dire de chaque unité supplémentaire utilisée, cette productivité marginale baisse encore plus. C'est ça d'ailleurs qui fait baisser la moyenne, puisque la productivité marginale est plus faible que la productivité moyenne. Donc le point P2 est un point extrêmement important pour la décision sur cette fonction de production de court terme. Alors quand on projette ce point P2 sur la courbe de production totale, je projette P2 sur cette courbe, eh bien, par lecture sur l'axe des ordonnées, eh bien, j'obtiens une quantité à produire. J'ai une quantité à produire, et de l'autre côté, sur l'axe des abscisses, j'ai un nombre d'heures de travail à utiliser. Eh bien, ces coordonnées sont les coordonnées du maximum atteint, de l'optimum de production de court terme. En gros, c'est 27 unités produites avec un peu plus de 2 unités de travail. Voilà la combinaison maximale et qui obtiendra le résultat maximal dans le calcul du producteur. Passé le point P2, on s'aperçoit que les rendements moyens et marginaux sont décroissants, c'est-à-dire que l'utilisation d'heures de travail supplémentaires aboutit à un rendement qui est proportionnellement moindre. C'est tout simplement cela que ça veut dire. Eh bien, ça correspond à une situation où le profit par produit, qui est déterminé par la différence entre le coût et un prix de vente, on n'a pas de prix de vente là, mais c'est effectivement les coûts là qui sont déterminés, eh bien, on va s'apercevoir que à partir de ce point-là, eh bien, tout est décroissant, et donc il va y avoir une baisse du profit unitaire. Okay, donc, s'il y a une baisse du profit unitaire après P2, ce qui signifie que le niveau P2 est bien le maximum atteint par le producteur, qui correspond donc au maximum de profit unitaire qu'il peut réaliser. Alors, l'hypothèse, évidemment, c'est une hypothèse à salaire constant. Hein, mais on est obligé de faire cette hypothèse puisque on n'a pas les conditions du marché du travail, etc. Donc, comme on dit en économie, ceteris paribus, c'est-à-dire tout égal par ailleurs. Hein, je change une variable et je considère que les autres ne varient pas. Autrement, je ne peux pas raisonner. Alors, avant d'atteindre le point P2, eh bien, l'entrepreneur doit envisager d'investir, puisque si il dépasse 27, je vous rappelle que mon équilibre de producteur, c'est 27 unités produites. Ça correspond à la lecture sur l'axe des ordonnées. Si mon producteur veut fabriquer plus de 27, il peut, dans l'état de cette fonction de production, mais il va gagner de moins en moins d'argent. Donc, son problème, avant d'atteindre ce maximum de 27, peut-être à 25 produits réalisés, c'est d'envisager de passer sur une fonction de production de long terme, c'est-à-dire de pouvoir faire varier la quantité de capital, c'est-à-dire finalement d'investir.
Et vous comprenez quel est le sens de dire que la fonction de production de court terme, il n'y a qu'un seul facteur qui varie, le travail, parce que c'est facile d'augmenter ou de diminuer la quantité de travail. Par contre, le facteur qui ne bougera pas, c'est le capital. Le capital bouge dans une entreprise, le volume de capital change grâce à l'investissement. Et vous pouvez comprendre qu'entre la décision d'investissement et le moment où l'investissement va être effectivement capable de produire quelque chose dans l'entreprise, eh bien, c'est du temps long. Prendre la décision d'investir, choisir le bien d'investissement, installer le bien d'investissement, apprendre aux salariés à se servir de l'investissement, puis produire. Donc, ça engage bien l'hypothèse de long terme pour la variation du volume de capital technique est une hypothèse qui est très cohérente avec la réalité. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui explique quand il va falloir produire plus que 27, et avant que cela ne se produise, il va falloir que le chef d'entreprise pense à investir, donc fasse varier la quantité de capital, et par conséquent passe à une problématique de fonction de production de long terme.